Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. On a des parlementaires, des collaborateurs, des élus locaux et bien sûr des représentants d'ONG. Pour vous rappeler rapidement ce qu'est CAP, Convergence Animaux Politiques, c'est une association qui représente 25 ONG de protection animale auprès des décideurs politiques, donc principalement à l'échelon national, donc parlementaire et exécutif. Notre travail il passe par plusieurs piliers, le fait de rencontrer les parlementaires et l'exécutif et de leur présenter les attentes des ONG qu'on représente, le fait de créer du lien entre la sphère politique et la sphère associative, organiser des rencontres comme on le fait aujourd'hui, on le fait 3 fois par an. Le but, c'est de permettre aux ONG de présenter directement leurs attentes aux élus et aussi de vous permettre de réseauter. Donc là, on a fait en sorte d'avoir juste une table ronde. Donc il y aura une demi-heure d'intervention, une demi-heure de discussion et une demi-heure de questions-réponses. Et donc on aura pas mal de temps après pour le réseautage et c'est vraiment le but de ces événements. Et enfin, le dernier pilier, c'est d'accompagner les ONG dans la formulation de demandes entendables par les politiques, pragmatiques et surtout le plus cohérentes possible. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la faune sauvage captive. Et en particulier l'application de la loi contre la maltraitance animale de 2021. C'est une loi qui nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est une loi qu'on a initiée à CAP avec, et pour nos ONG partenaires dès 2018 et qu'on a accompagné tout du long et qu'on continue d'accompagner, puisqu'il s'agit maintenant, et c'est ce que vous allez voir, d'assurer son application et surtout son application correcte et le respect de l'intention de cette loi. Et alors pour une fois, en général, donc c'est toujours des ONG qui interviennent, et pour une fois, on a une intervenante politique. Voilà, Daniel Simonet, qui était rapporteur de la mission d'évaluation sur cette loi. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé ou votre parlementaire, si vous êtes collaborateur, collaboratrice, est intéressé pour intervenir à notre prochain événement, on souhaiterait inverser les choses. Et notre prochain événement qui portera sur le projet de loi de finances, ça sera le 8 octobre. Et donc le projet de loi de finances, c'est ce qu'on peut faire pour les animaux dans ce cadre-là. Là, on aimerait que ce soit vraiment des élus qui parlent face aux ONG. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir si ça peut vous intéresser d'intervenir à ce moment-là. Je vais laisser donc Milton Federici, qui est responsable des affaires publiques à CAP, mener la table ronde. Si vous voulez tweeter donc sur X, vous nous trouvez avec @cappolitique. Et dernière chose, vous avez donc dans la pochette qui vous a été remise des notes synthétiques que les associations ont produites avec des demandes très concrètes. Et vous le verrez, on va avoir besoin de vous, parlementaires, pour notamment mettre la pression sur l'exécutif pour assurer la bonne application de la loi dont on va principalement parler ici. Voilà, c'est à toi. Merci beaucoup Melvin. Donc nous allons faire cette table ronde sur la captivité et pour contextualiser, donc cette table ronde, elle a lieu 3 ans et demi après la loi de 2021 contre la maltraitance animale, qui était une loi assez large qui comprenait pas uniquement la captivité des animaux sauvages, mais aussi les animaux de compagnie. Il y avait plein de mesures, notamment le rehaussement des peines pour maltraitance animale, la liste positive dont on va parler sur les NAC qui était dans le volet animaux de compagnie du coup. La lutte contre la zoopornographie et un volet captivité qui comprenait l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, la fin des cétacés dans les delphinariums, la fin des animaux sauvages sur les plateaux télé et dans les lieux festifs, la fin des visons pour la fourrure. Et donc, 1 an après cette loi, donc, Daniel Simonet était co-rapporteur de la mission d'application pour contrôler donc, si la loi était bien appliquée. Et donc, vous pourrez en parler, vous avez mis en exergue le fait que le gouvernement avait pris beaucoup de retard dans l'application de cette loi et que ça posait pas mal de problèmes, on y reviendra. Aujourd'hui, 3 ans et demi après, on a eu avec les associations de nombreux rendez-vous avec le ministère de la Transition écologique et surtout le volet captivité, il manque encore beaucoup de textes. Et donc le ministère a pris un sacré retard. Donc pour vous présenter maintenant les intervenants de cette table ronde, donc on a Daniel Simonet qui est une élue qui milite de longue date pour la condition animale et donc qui a été co-rapporteur de la mission d'application de la loi en 2021. On a Code Animal avec Alexandra Moretz, donc Code Animal qui est une association spécialisée sur la question de la captivité avec une expertise scientifique et donc qui avait grandement contribué
notamment à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, parce qu'elle avait une campagne depuis longtemps avant la loi. On a aussi la LFDA avec Nicolas Bureau, LFDA qui est une association fondée en 1977, qui est une association généraliste, donc qui milite sur plein de sujets de la condition animale, et donc qui produit une expertise scientifique, juridique, notamment via sa revue trimestrielle, et qui a participé sur de nombreux sujets de la loi de 2021, mais notamment sur la question des cétacés dans les delphinariums, et donc qui parlera de ça aujourd'hui. Aves France avec pardon, Christophe Corré, qui donc est sur une association qui milite pour la cohabitation avec les grands prédateurs, mais aussi sur la protection des animaux dits nuisibles, et qui s'est beaucoup investi notamment sur les spectacles d'animaux sauvages, notamment spectacles de montreurs d'ours et de loups, et donc qui est un peu à l'origine aussi de cette mesure dans la loi. Dernièrement, Quatre Pattes, qui est une association qui est récente, relativement récente en France, mais qui est très connue à l'international, et qui lutte en faveur de la fin de la captivité et pour la protection des animaux sauvages. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Madame Simonet pour démarrer cette table ronde. Merci beaucoup d'abord à CAP d'avoir organisé ce colloque et de m'avoir invité à prendre la parole. Bonjour aux collègues parlementaires ici présents et bonjour à toutes les associations dont le rôle est vraiment essentiel et déterminant. Alors on est dans un contexte un peu particulier puisqu'on vient de se faire imposer à l'Assemblée nationale à travers la loi du plomb des mesures gravissimes concernant la cause animale. Je voulais quand même le dire en avant-propos, parce que dans cette loi notamment, on permet encore d'élever les seuils pour l'élevage intensif. Et donc, vraiment, les fermes-usines, c'est une catastrophe. Et petite transition avec le texte de loi dont j'ai été rapporteur de la commission d'application. On était quand même sur un champ restreint, puisque la question de la protection animale ne traitait absolument pas de tout ce qui relève de l'élevage, de tout ce qui relève des abattoirs, qui est quand même un sujet colossal sur la question de la protection animale. Mais pour vous rappeler le contexte, j'aime bien commencer par cette citation de Jacques-Charles Fonbonne, qui est président, alors je ne sais pas s'il est encore président de la SPA, mais qui était président de la SPA à l'époque, et qui disait son espoir au sujet de cette loi. Il souhaitait que ce soit une loi qui permette la fin de l'animal marchandise et la fin au moins en partie de l'animal spectacle. Donc on est vraiment sur un texte de loi qui, grâce à toutes les mobilisations des associations, permettait qu'on arrête de considérer l'animal comme un objet et finalement compulsif. Qu'est-ce que j'offre à ma femme? Un sac Chanel ou un petit chien de telle espèce? Enfin, vous voyez, voilà. Que cela cesse et qu'on arrête de considérer aussi comme tout à fait naturel qu'un animal sauvage soit en captivité et soit dressé, donc maltraité, pour amuser la galerie dans un spectacle. Ça paraît pour nous aujourd'hui évident, mais je peux vous dire que grâce à cette loi, néanmoins, il y a eu un vrai changement en termes de mentalité dans ces prises en compte. Et donc ça, c'est souvent peu mesuré en tant que tel, mais je pense que c'est un acquis du mouvement associatif d'avoir permis que cette loi fasse cela. Moi, je n'étais pas députée au moment du travail de cette loi et de son adoption, mais j'étais au Conseil de Paris, et le Conseil de Paris avait mené des batailles sur cette question. Enfin, en tout cas, il y avait des batailles qui nous traversaient, qui étaient très rudes sur cette question du refus des cirques avec animaux sauvages. Et il y avait du coup eu un travail entre les élus et les associations qui, et je vous en remercie, menaient une très forte campagne là-dessus. Et donc, j'ai été élue députée et nommée co-rapporteur avec, à chaque fois je me trompe sur son nom, Anne-Laurence, à chaque fois je dis Anne-Laure, mais c'est Anne-Laurence Pétel qui était une députée macroniste non réélue, et nous étions toutes les deux co-rapporteurs de la mission d'application de la loi. Donc, petit rappel, une mission d'application de la loi, c'est différent d'une mission d'évaluation. Une mission d'application, c'est 1 an après l'adoption de la loi. On ne regarde pas si la loi était juste ou pas, si elle atteignait ses objectifs ou pas. On veut juste vérifier
si l'État s'est donné les moyens de la rendre applicable. C'est-à-dire où en sont les décrets, où en sont les arrêtés. Voilà. Est-ce que l'administration a bien, sous l'impulsion des ministères, traduit pour que cette loi puisse être appliquée. Et évidemment, nous avons été confrontés avec bon nombre d'aspects de totale non-application de la loi et qui, hélas, aujourd'hui, n'ont absolument pas bougé. Alors, je serai très rapide puisque vous êtes sur la question des animaux sauvages, sur ce qui relève des animaux de compagnie, mais je peux vous dire que ça m'intéresse quand même d'avoir le retour des associations 3 ans après. Sur la question des animaux de compagnie, il y avait l'instauration d'un certificat d'engagement et de connaissance qui était instauré. Et l'idée, c'était qu'il y ait un délai de 7 jours entre le moment où il y a une délivrance de ces certificats d'engagement et de connaissance et le moment de la cession de l'animal pour forcer la prise de conscience du futur maître, maîtresse de l'animal. Et le problème, c'est que rien n'avait été prévu en termes de compensation des surcoûts pour les refuges et les associations de garder de fait l'animal 7 jours de plus. Idem, il y avait un délai de 3 mois entre les certificats vétérinaires sur la bonne santé de l'animal et la cession de l'animal. Et 3 mois, ça fait donc 3 mois à la charge des refuges et des associations. Est-ce que les moyens ont suivi pour accompagner les refuges? Et vous imaginez la réponse. À ma connaissance, non, niet, nada, walou, que dalle. Et surtout, grosse bataille, il n'y a pas eu de liste positive instaurée. Alors, qu'est-ce que c'est que la liste positive? Une liste négative, ça serait la liste de tous les animaux que vous n'avez pas le droit d'avoir chez vous, parce que ce n'est pas des animaux domestiques. Et en fait, les associations, à juste titre, se sont dit une liste négative, ça serait très compliqué de voir l'exhaustivité de toute la diversité animale. Faisons une liste positive. Quels sont les animaux qui peuvent être des animaux de compagnie. Et cette liste positive, déjà en 2022, quand on a bossé sur le rapport et qu'on a à ce moment-là auditionné les associations, mais aussi convoqué le ministère pour qu'il nous réponde sur cette liste positive. Et là, je me souviens très bien qu'il bredouillait, mais si, je vous jure, je vais ranger ma chambre, le travail sera bientôt fait. Et donc, en gros, dès 2022, il disait si, ça va bientôt arriver, le décret d'application. Et à ma connaissance, si je ne m'abuse, il n'y a toujours pas de décret d'application sur la liste positive. Sur la question des cirques avec animaux sauvages. Alors, il y avait déjà une aberration qui était que la loi se cantonnait à l'interdiction des cirques itinérants avec animaux sauvages. Alors, c'était déjà au moins une reconnaissance que le transport d'une ville à une autre ne sont absolument pas des conditions de bientraitance animale, mais pour autant, les conditions en fait de captivité d'un animal sauvage, de dressage et de monstration dans un cirque, avec les lumières, les applaudissements, enfin, tout cela est de la maltraitance animale, qu'on soit en itinérance ou pas. Bon, mais un rapport d'application n'avait pas à se poser cette question-là. Là, ça serait dans une bataille politique plus globale et pas de la mission d'application. Mais vous comprenez mon message, que c'était déjà hautement hypocrite. Mais surtout, on voit que cette loi ne s'est pas donné les moyens et l'État ne s'est pas donné les moyens. En tout cas, le gouvernement n'a pas donné les moyens à l'État. Hein, l'État n'est pas une personne, mais le gouvernement n'a pas donné les moyens à l'État pour anticiper. Parce que qui dit date butoir, il y avait 2 dates butoirs. Une première date butoir à partir de laquelle les cirques n'étaient plus autorisés à reproduire, acquérir ou commercialiser des animaux sauvages, et puis une autre date où on ne fait plus de spectacle avec les animaux sauvages. Mais ça veut dire qu'il faut anticiper les choses, savoir combien il y a d'animaux sauvages et combien il y a de place dans les refuges. La liste du nombre d'animaux sauvages était fortement contestée par les associations à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui? Je me retourne vers vous. Je crois qu'on est toujours sur la même contestation, j'ai plus le terme technique, de l'IFAP, pardon, voilà. Mais surtout, l'inventaire, en fait, les capacités d'accueil des refuges. Je me souviens très bien à l'époque, le gouvernement reconnaître qu'il n'y avait pas les capacités d'accueil des refuges, même en comparaison avec un recensement inférieur à la réalité. Donc, ils le savaient. Ils anticipaient des dérogations.
mais on aurait aimé qu'ils anticipent des moyens. Et donc une planification pour voir comment faire en sorte que les refuges soient en capacité de pouvoir accueillir l'ensemble des animaux sauvages qu'il faudrait extraire des cirques. Et cela, ça n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'il y a bien eu 35 millions d'euros de dégagés pour accompagner les cirques à se réinventer d'un point de vue culturel, artistique et économique, mais il n'y a pas eu 35 millions d'euros pour accompagner les refuges. Et en fait, il y a eu quelques aides en termes d'investissement, mais pas d'aide de fonctionnement. Or, il ne s'agit pas simplement d'avoir un super espace pour un lion. Le lion, il faut qu'il mange. Donc, il va falloir aussi se poser la question de tout l'entretien. Il faut le soigner, il faut l'accompagner. Bon. Et évidemment, les subventions de fonctionnement n'ont pas suivi. Pire encore, sur la question en fait, des cétacés. Et tout le monde connaît la situation à Maryland, voilà. Et là, on est dans une situation où on savait pertinemment qu'il n'y avait pas en France de refuge en océan, en pleine mer pour accueillir, qu'on était sur une situation problématique avec des législations différentes d'un pays à un autre, avec un danger, c'est que si à un moment donné vous transmettez dans un autre pays, qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'il peut finalement l'animal être à nouveau la proie d'une autre logique commerciale? Ça n'a pas été anticipé. Donc on est vraiment sur toutes ces situations-là, et je pense qu'on reviendra aussi sans doute sur le débat par la suite, sur la question notamment sur les ours et les loups, où on a bien eu l'interdiction lors des fêtes médiévales de l'exploitation de ces animaux dans les spectacles. Mais aujourd'hui, ils sont toujours exploités dans des clips, dans des pubs, dans le cinéma, les séries, la télévision. Et donc là, il y a aussi toute une bataille parce que la loi avait courageusement exclu de son champ cela. Et donc là, il y a une bataille. Voilà. Donc pour terminer, parce que j'ai peur d'avoir déjà été longue, première chose, donc j'ai demandé à la présidente de la commission des affaires économiques qu'il puisse y avoir une mission d'évaluation, puisque la mission d'évaluation, c'est 3 ans après. Alors, ce n'est pas elle seule qui en décide, hein, mais pour qu'on puisse voir dans chaque commission, si dans cette commission affaires économiques, eh bien, on peut avoir une mission d'évaluation de cette loi pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Le fait que vous m'ayez convié, ça m'a reforcé à refaire le point sur tous ces dossiers. Donc, avec mon équipe, on a vu un certain nombre de questions écrites à poser, parce que les problèmes sont toujours là et entiers. Sur la bataille budgétaire, on va reprendre comme l'an dernier la question des moyens alloués aux refuges. Mais vous savez qu'hélas, nos batailles budgétaires, de plus en plus, elles se terminent par 49-3 systématique, motion de censure. Et nos victoires sont parfois réelles sur des amendements, mais de courte durée. Et pas jusqu'au point d'être effectives. Or, c'est cela qu'on souhaiterait. Mais la bataille doit continuer parce qu'il y a vraiment un gros foutage de gueule. Beaucoup de choses là-dessus n'ont pas évolué. Et dernière chose, je pense que là, il y a aussi une urgence, et je suis volontaire pour travailler avec vous, à faire une PPL sur la question du cinéma. Parce qu'on s'était exclu du cinéma cette problématique des animaux en captivité au nom de la liberté de création. C'est-à-dire que la liberté de création devient la liberté d'exploitation animale. Or, on a tout à fait les moyens technologiques, d'intelligence artificielle, de base de données, pour être capable de reproduire la présence de l'animal sans avoir à prendre un vrai animal et le maltraiter et aller à l'encontre de sa nature même et à le mettre de fait en captivité et dressage. Donc on continue, on lâche rien, et merci à vous de continuer à m'alerter et à nous alerter sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup et merci pour cette annonce de cette demande de mission d'évaluation. C'est une nouveauté, hein, on est très content de voir ça, et cette annonce aussi de travail sur la question des animaux captifs dans le cinéma, donc on va pouvoir y travailler. Je passe la parole à Alexandra sur les NAC. Je t'en prie, Alexandra. Pour l'invitation, et merci Madame la députée pour le travail et le suivi. C'est vraiment hyper important, même moralement, d'avoir des gens comme vous qui nous soutiennent. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un angle mort de la PPL, justement, qui est les bourses au NAC. C'est un sujet qui est très peu connu du grand public et des parlementaires. Et en fait, il s'agit finalement de marcher aux animaux sauvages dans des gymnases, dans des salles des fêtes, organisées par des associations de détenteurs de NAC,
donc d'animaux sauvages, enfin d'animaux qui ne sont pas domestiques. Et Code Animal a fait des enquêtes au cours de cette année et de l'année dernière, en France et à l'étranger, sur cette question-là. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas de chiffres exacts de combien il y a de boursonacs en France, qui les organise réellement, à quelle fréquence, quels sont les animaux. En termes de traçabilité, c'est quand même très compliqué pour les autorités aussi. Mais on s'est rendu compte que la majorité des boursonacs concernent les reptiles, donc serpents, amphibiens, enfin serpents, tortues et les amphibiens, et les oiseaux, où c'est quand même aussi une grosse partie des animaux qui sont dans ces marchés-là. On est sur un encadrement qui est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'on a l'arrêté de 2018 qui encadre la détention des animaux sauvages chez les particuliers. On a la CITES, qui est une réglementation internationale qui est censée protéger les animaux sauvages, les animaux protégés. Pour vous donner un titre d'exemple, on a seulement moins de 10% des espèces de serpents qui sont protégées au niveau de la CITES. Donc en fait, ça veut dire que 90% des serpents ne sont pas du tout protégés, pas du tout réglementés, alors qu'on sait que c'est le premier taxon qui est menacé sur la liste rouge IUCN. Donc c'est la liste qui répertorie les espèces qui sont menacées à échelle mondiale. Donc pour vous dire que comme ce n'est pas des animaux qui sont charismatiques, c'est des animaux dont tout le monde se fout, clairement, parce qu'il n'y a pas d'autres... Enfin, on ne peut pas dire autre chose. Et c'est ces animaux-là qui sont principalement commercialisés dans ces boursonacs. Next slide, please. Merci. Nous, on a identifié des problèmes majeurs sur ces événements-là. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, c'est des conditions de détention des animaux. C'est une photo standard. Dans tous les boursonacs, c'est comme ça que sont transportés les animaux. Donc là, on a en plus un animal qui est albinos. Ça veut dire qu'il a été retouché génétiquement par les éleveurs, parce que plus votre animal est rare, et plus vous allez le vendre cher, parce que plus il va être demandé. Le problème avec les animaux albinos, c'est que ça touche fortement son bien-être en tant qu'individu, parce que c'est des animaux qui ont des syndromes qui correspondent à du mal-être. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir tous les comportements et tous les besoins de son espèce. C'est des animaux qui sont sensibles à la lumière, sensibles au chauffage, par exemple. Et concernant les boursonacs spécifiquement, c'est des animaux qui sont transportés dans des boîtes en plastique, exposés à la vue de tous sur des stands, comme on peut exposer des montres ou des sacs Chanel, par exemple. Et dans leur boîte, ils ont très peu d'enrichissement, ce qu'on appelle. Donc en fait, ils sont juste là, posés. Vous voyez que ce serpent, il ne peut même pas se retourner dans sa boîte. Donc ça pose des problèmes énormes de bien-être animal, même si ces animaux, c'est des reptiles et qu'on se sent moins proche d'eux. N'empêche qu'au moment de la 6e extinction de masse, c'est quand même important d'avoir un respect pour le vivant et juste de les considérer en tant qu'individus. Ces animaux-là, ils vont être pris dans les boîtes, retournés comme ça, regardés, reposés. Parfois, le vendeur va vous l'ouvrir, vous allez pouvoir le toucher et il va être remis dans sa petite boîte. Et pour les transporter, on les met dans des boîtes en polystyrène, empilées les uns sur les autres. Et on va les transporter comme ça, de foire en foire, presque tous les week-ends, par exemple. Un autre élément important, ça va être le risque sanitaire, parce que les animaux sont des animaux sauvages. Donc ça veut dire qu'ils sont potentiellement pris dans le milieu naturel. Certains sont élevés en captivité, mais d'autres sont pris dans le milieu naturel, avec des parasites qui sont issus du milieu naturel. Et comme on avait vu pendant le Covid avec les wet markets, où on avait mis plein d'animaux sauvages ensemble, là, c'est un peu la même chose finalement. On va avoir tout un type d'espèces différentes de serpents, d'espèces différentes d'amphibiens. Tout ça cohabite ensemble. Vous allez le toucher, vous allez toucher celui d'à côté, vous allez toucher les poignées de porte. Et la majorité des problématiques, par exemple, sur serpents, ça s'appelle la salmonelle. Et voilà, donc avec des risques gastro-entérites assez importants. Sur les oiseaux, vous avez aussi tout ce qui est maladies. Il y avait eu un cluster en 2006 en Mayenne, par exemple, qui avait touché tout un tas de personnes parce qu'il y avait cette maladie qui avait été déclarée avec des enquêtes sanitaires, donc des moyens donnés par l'État pour encadrer ça, alors qu'il n'y a pas d'encadrement sanitaire à la base, donc pas de vétérinaire sanitaire, par exemple, qui viennent regarder ça. Pas de gel hydroalcoolique, forcément. Nous, à chaque fois qu'on a été en enquête, on n'a jamais eu de gel hydroalcoolique sur les mains. Le risque écologique, parce qu'en fait, vous êtes sur de l'achat impulsion. Donc la loi de 2021 a réglementé fortement l'achat impulsion et les abandons sur les chiens et les chats, laissant tout un cours sur les animaux sauvages
assez énorme. Donc en fait, sur ces boursonacs, on va faciliter l'achat impulsion. Vous allez en avoir 2 achetés, un gratuit, 50% sur le mâle. Enfin voilà, vous avez ce genre de technique commerciale qui existe, qui facilite l'achat impulsion et du coup les relâcher en milieu naturel. Vous êtes certainement tous au courant de la tortue de Floride qui envahit nos cours d'eau, notamment dans le sud de la France, et qui met en danger notre tortue, la cistude d'Europe. Donc ça, c'est des choses qui sont clairement connues aujourd'hui, pour tout le respect qu'on doit aux animaux sauvages exotiques aussi. Après, il y a tout le problème du trafic et de la traçabilité, où là, nous, on travaille beaucoup avec l'Office français pour la biodiversité, qui est en grande difficulté aujourd'hui, et je les soutiens vraiment du fond de mon cœur, parce qu'ils font un travail super. Et du coup, avec eux, on travaille sur tous les problèmes de traçabilité. À chaque fois qu'il y a une boursonac, généralement, vous allez avoir des articles dans les médias qui disent qu'il y a eu un contrôle de l'OFB avec des saisies. La dernière en date, c'était à Méridiac en 2024, par exemple, en novembre 2024, où il y a un boa qui a été saisi et 90 dendrobates, c'est des petites grenouilles. Alors là, c'est pareil, on saisit les animaux, on ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas de moyens alloués au refuge. Et après, on a des lacunes réglementaires également sur ces bourses, comme je vous le disais. Tu peux changer de slide. Et du coup, pour nous, la recommandation, ce sera l'interdiction et la mise en place de la liste positive, l'interdiction de ces bourses, de ces événements, parce qu'il y a d'autres moyens aussi d'avoir accès à ces animaux. Par exemple, si on met en place la liste positive, vous pouvez avoir accès avec un éleveur, donc aller chez lui, prendre l'animal chez lui. Donc en fait, les bourses, si on les interdit, ça ne va pas empêcher non plus le commerce des animaux qui seront autorisés à la détention chez les particuliers. Et en attendant l'interdiction, mettre un moratoire pour savoir ce qui se passe dans ces boursonacs et toutes les problématiques qu'il y a autour de ces boursonacs. Et je donne maintenant la parole à Nikita Bachelard de 4 pattes. Merci beaucoup Milton. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la députée pour votre engagement sur ce sujet-là. Et merci pour la proposition que vous faites d'une mission d'évaluation. Je pense que c'est important et je pense qu'on a l'occasion d'en parler justement en ce moment. Alors moi, je voulais vous parler de la question des cirques avec animaux sauvages et de la transition justement vers la fin de ces établissements-là. Donc, vous n'êtes certainement pas sans savoir qu'en 2028, en décembre exactement, on aura une interdiction de la détention des animaux sauvages dans les établissements de spectacles itinérants et qu'on a déjà, depuis décembre 2023, une interdiction de la reproduction et des nouvelles acquisitions des animaux dans ces établissements. On a plusieurs problèmes dans la mise en place de cette transition. Donc déjà sur l'interdiction de reproduction, en fait, elle n'est pas respectée. Et vous le voyez au-dessus de moi, un exemple d'un lionceau dans un cirque français. Cette photo, elle date d'août 2024. Donc l'interdiction de reproduction, elle était déjà en vigueur depuis quelques mois à ce moment-là. Et on a certains de nos sympathisants qui nous envoyaient des signalements pour nous dire qu'elle n'était pas respectée. Alors, le ministère nous répondait à ce moment-là que en fait, les aides à la stérilisation pour les circassiens n'étaient pas encore disponibles et que donc ils ne pouvaient pas mettre en œuvre cette interdiction. Si je ne m'abuse, la loi est censée s'appliquer malgré tout. Et nous, ce qu'on demande aussi surtout, c'est des sanctions en fait, pour faire en sorte que quand la loi n'est pas respectée, elle soit sanctionnée, les établissements soient sanctionnés. Ensuite, le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a des cirques qui sont incités à se reconvertir en structures fixes. Et c'est là vraiment une faille de la loi. Alors au départ, le ministère nous disait qu'ils n'allaient pas aller sur ce terrain-là, que ce n'était pas du tout l'objectif prévu. Et puis finalement, on s'est rendu compte très récemment, dans un communiqué qui a été publié par le ministère en mai, qu'ils allaient lancer un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des cirques itinérants qui le souhaitent de se reconvertir en cirque fixe. Alors, Madame la députée en a parlé tout à l'heure, on a la problématique qui reste des spectacles avec les dressages et des mauvaises conditions de bien-être pour ces animaux-là. Et puis, on a aussi la question des normes de détention. Alors, ces établissements, ils seront soumis à la même réglementation que les parcs zoologiques en termes de normes de détention.
Le problème, c'est que cette réglementation, elle n'a pas de normes minimales, ce qui fait qu'on peut avoir des eaux qui sont relativement correctes et d'autres qui sont catastrophiques, qu'on se le dise. Donc ça, c'est un autre problème. Et puis le troisième problème que je voulais souligner, c'est la problématique des places en sanctuaire, et Madame la députée en a aussi parlé. Alors nous, chez Quatre Pattes, on a des sanctuaires pour animaux sauvages dans notre réseau, et notamment pour des grands félins. Et d'ailleurs, donc, je voulais vous parler rapidement d'une belle histoire qui est celle du sauvetage de 3 lionnes d'un cirque français qu'on a pu réaliser en décembre 2024. On les a envoyés dans un refuge temporairement en France, le refuge Tonga Terre d'Accueil. Malheureusement, il y en a une qui n'a pas survécu parce qu'elle était très malade et on ne le savait pas. Mais les 2 autres ont pu être envoyés dans notre sanctuaire en Afrique du Sud. Prochaine slide, Milton, merci. En Afrique du Sud en avril dernier. Et donc, c'est une très belle fin pour elles, puisqu'elles peuvent maintenant bénéficier de conditions de détention qui sont très proches de ce qu'elles auraient eu dans leur milieu naturel, avec un vaste enclos et puis la chaleur sud-africaine. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ça pour tous les grands félins des cirques français, et les structures existantes en France et les autres organisations qui s'en occupent ne pourront pas le faire non plus. Donc, nous, ce qu'on aimerait déjà commencer par savoir, c'est combien d'animaux ont besoin d'être accueillis, clairement, de la part de ces cirques. Le ministère, dans son communiqué que je citais tout à l'heure, annonce 600 animaux sauvages, dont 400 grands félins. En fait, comme Madame la députée le soulignait, le fichier IFAP, il est déclaratif, donc on ne sait pas exactement combien on a d'animaux. C'est vraiment plutôt une image à un instant T, et en plus, il n'est pas forcément mis à jour. Et je souligne d'ailleurs qu'il est en maintenance depuis le mois de février et janvier, et que ça devrait durer encore quelques mois, donc on n'a pas de chiffres exacts. Et le dernier point que je voulais souligner, et Madame la députée en a aussi parlé, c'est les aides au fonctionnement qui n'existent pas pour les sanctuaires et les structures d'accueil. Il y a eu effectivement des appels à manifestation d'intérêt pour des aides à l'investissement, à la création de nouvelles places en sanctuaire, mais derrière, il faut pouvoir s'occuper de ces animaux pendant plusieurs années, et là, on n'a pas d'aide de la part du gouvernement. Donc pour finir, les demandes que nous, on porte, clairement, c'est déjà de renforcer les contrôles pour pouvoir avoir des sanctions qui soient appliquées sur l'interdiction de reproduction. Il nous faut un texte réglementaire sur ces sanctions également pour les établissements qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur la maltraitance animale. Il nous faut aussi des données fiables sur le nombre d'animaux présents dans les cirques pour pouvoir avoir un suivi, pouvoir savoir aussi s'il y a potentiellement des risques de trafic, ce genre de choses. On sait que c'est possible avec ce type d'établissement. On demande aussi une aide au fonctionnement pour les refuges et les structures d'accueil pour pouvoir s'occuper des animaux qu'ils seront amenés à récupérer. Et enfin, on aimerait que les circassiens qui vont recevoir des aides financières de la part du ministère s'engagent à se séparer de tous leurs animaux sauvages. Ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce serait aussi un gros problème qu'on a en ce moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nikita. Je passe maintenant la parole à Christophe Corré d'Aves. Alors bonjour tout le monde. Nous chez Aves, on s'est beaucoup battu pour obtenir la fin des spectacles de Montreurs d'ours et de loups. Et comme Madame la députée l'a dit, c'était un préalable, c'est-à-dire qu'il y avait un biais dans cette loi, c'était qu'on était sur l'itinérance et que nous, dès le début, on a parlé de dressage. Et le ministère a refusé d'aller d'élargir la loi. Et on voit qu'au final, même sur la victoire qu'on a obtenue, on n'arrive pas à faire appliquer correctement. Et je me rappelle que dès le début des négociations, nous, on leur avait dit, on a une chance avec les spectacles de Montreurs d'ours, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'animaux à prendre en charge. Et qu'on était en contact avec Forpose, qui a des sanctuaires et qui pouvait les prendre en charge. On avait juste dit, il faut qu'on sache exactement combien il y a d'animaux et qu'on puisse savoir quel est leur âge, quel est leur sexe, etc., pour qu'on puisse négocier ces places en sanctuaire. Les places sont chères.
Et on n'a jamais eu ces informations et il n'y a jamais eu d'incitation pour placer les animaux. Donc on a effectivement plus de spectacles, mais les animaux sont toujours chez leur dresseur. Donc c'est une vraie problématique. Même si ce n'est pas le sujet sur lequel je devais parler aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et qu'on voit que le ministère, au final, freine et malheureusement, ces animaux-là sont toujours chez leurs dresseurs. Et ça me fait plaisir que vous parliez du cinéma parce que, notamment, certains dresseurs ont gardé leurs ours pour faire du cinéma et faire des tournages. Et on a eu un rendez-vous au CNC l'année dernière, je crois, avec Forpose et Cap. Où on a pu exprimer et parler en tout cas des animaux, même si de leur côté il n'y a pas d'interdiction, de volonté d'interdiction. Mais en tout cas, on avait eu l'impression qu'il y avait un début de dialogue qui était né, et au final, après, ils ont été pris dans le tourbillon MeToo, et les animaux sont passés au second plan. On n'arrive plus trop à avoir de contact avec, mais c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir travailler. Parce que malheureusement, on est sur une logique économique et il y a eu en fin d'année dernière ou début d'année le film Un ours dans le Jura avec Franck Dubosc, que je suis allé voir pour voir combien de scènes il y avait réellement avec des ours. Au final, c'est l'ours Valentin, donc celui qu'on suivait en spectacle, qui a été utilisé pour des scènes qui durent très peu longtemps, qui auraient certainement pu être faites avec un animal de synthèse. Sauf que Franck Dubosc m'a répondu avec beaucoup de mépris que je n'y connaissais rien, que ça coûtait très cher et que s'il avait fait ce choix, c'était pour des questions qui nous dépassaient, que l'ours était très bien traité et qu'en plus, on devrait plutôt s'occuper des enfants qui pleurent. Donc, je pense que si on n'arrive pas à effectivement avancer sur le sujet, c'est pas les artistes à qui on n'a pas l'habitude en fait de remettre en choix leur question, enfin leur choix artistique en tout cas, ils le feront pas d'eux-mêmes. Donc, il va falloir vraiment travailler dessus. Pour revenir du coup au sujet que j'étais censé traiter, c'est celui de la détention des animaux sans présentation au public. Donc il y a 3 types d'établissements qui peuvent détenir des animaux. Donc les établissements d'élevage professionnels ou non professionnels dans lesquels les animaux ne sont pas présentés au public. Les établissements mobiles qui étaient les cirques, c'est des établissements qui vont de toute façon disparaître. Et le troisième, c'est les établissements fixes de présentation au public, donc les zoos, les centres de soins. Alors, en fait, la problématique, c'est que dans chaque catégorie, il y a des établissements qui n'ont rien à voir entre eux. Dans les établissements fixes de présentation au public, on a autant les zoos que les centres de soins, et dans les établissements d'élevage sans présentation au public, on a des gens qui vont avoir chez eux un ours, des félins, mais voilà, notamment on avait enquêté nous sur Caresse de Tigre, où en fait ils étaient censés récupérer des animaux de cirque et au final ils faisaient de la reproduction. On pouvait être en contact avec les animaux, se prendre en selfie. Et pourtant, c'était non ouvert au public. Dans ces établissements non ouverts au public, il y a aussi tous les animaux sauvages qui sont élevés pour la chasse. Donc en fait, on voit qu'il y a un grand écart entre les différentes activités et on n'a aucune idée du nombre d'animaux qui sont concernés. La problématique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on nous dit on ne peut pas traiter ce problème puisqu'on a besoin de place pour placer les animaux. Mais en même temps, nous, quand on a travaillé sur cette loi, le but, c'était pas de sortir les animaux de l'itinérance pour les mettre dans des conditions qui sont pires. Parce qu'en itinérance, on les voyait, les animaux. Donc des animaux qui allaient mal, on pouvait essayer de faire bouger l'administration, même si c'était compliqué, on pouvait déposer des plaintes, alors que dans les établissements qui ne sont pas ouverts au public, il y a très peu de contrôle, parce que les agents de l'OFB, ils sont pris sur plein d'autres choses. Les DDPP sont souvent pas du tout intéressés par le sujet. Nous, on a réussi à faire condamner Caresse de Tigre. L'OFB avait demandé à la préfecture de revoir les autorisations d'ouverture. Ils ne l'ont jamais fait. On a essayé plein de procédures pour les contraindre de le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, il y a toujours des naissances chez Caresse de Tigre, par exemple. Et c'est vrai que le fait que ces établissements soient non ouverts au public et très peu contrôlés, ça fait qu'il peut se dérouler des choses qu'on ne devrait pas voir en France. C'est à huis clos, il n'y a pas de public, donc il n'y a pas d'image, et on n'a en fait aucune idée de ce qui se passe réellement là-bas. Il y a aussi une grosse problématique du trafic avec les animaux sauvages en France, donc c'est vraiment important qu'on puisse savoir ce qui se passe derrière les portes de ces établissements fermés.
Donc les demandes qu'on fait au ministère, du coup, c'est pas une interdiction, en tout cas pas pour l'instant. La première demande, c'est de savoir combien il y a d'établissements et de quel type, puisque comme je disais, il y a vraiment des types très différents. Combien il y a d'animaux dans ces structures. Demander à ce qu'il y ait des contrôles, mais des contrôles inopinés. Parce que trop régulièrement, les agents s'annoncent et du coup, c'est facile de faire le propre avant les contrôles. On demande que les services préfectoraux qui sont en charge des certificats d'ouverture et des certificats de capacité revoient les autorisations quand elles sont anciennes. Caresse de Tigre, leurs autorisations, elles ont plus de 20 ans et c'est des gens qui sont âgés maintenant, mais qui peuvent continuer à reproduire parce qu'il n'y a pas de limite d'animaux dans leur autorisation d'ouverture. Évidemment, prohiber toute interaction ou contact avec les animaux. Et ensuite, avec tous les éléments qu'on aura réussi à avoir, s'interroger collectivement sur la place des animaux sauvages. Est-ce qu'il est encore normal d'avoir des établissements comme ça qui sont fermés au public? Donc il n'y a pas de notion pédagogique, il n'y a pas de réel intérêt à part pour les personnes qui détiennent ces animaux. Donc c'est vraiment très personnel. Et est-ce qu'on a encore intérêt à avoir ce genre de structure en France? Donc je pense qu'il faudra vraiment se poser la question. Ça prendra du temps, certainement, mais en tout cas, il faut vraiment y penser parce que, encore une fois, notre but quand on a travaillé sur cette loi, c'était certainement pas de placer des animaux dans des endroits qui sont fermés et dans lesquels on ne peut plus voir. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Je passe maintenant la parole à Nicolas Bureau pour la LFDA. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Encore une fois, je rejoins mes camarades pour vous remercier pour votre engagement et pour cette annonce de mission d'évaluation du suivi d'évaluation de la loi. Oui, la demande. Tout à fait. Mais c'est déjà bien parce que, en tout cas pour les cétacés, pour moi, le plus gros des problèmes, la plupart des problèmes viennent du fait de la non-application de la loi, de la mauvaise application de la loi, donc c'est toujours intéressant. Petit point sur là où on en est, côté Delphinarium. On a encore 11 dauphins chez Planète Sauvage. Je vais venir à la loi après, mais je fais un petit état des lieux. Le Marineland est fermé, mais il y a encore 12 dauphins et 2 orques. Parc Astérix, l'activité est terminée depuis longtemps parce qu'ils se sont vite débarrassés de leurs animaux après l'annonce de la loi. Et pour information, il y a le Moorea Dolphin Center en Polynésie française qui n'est pas couvert par la loi pour des questions juridiques que je ne vais pas aborder, d'autonomie et d'application différentes de la loi, mais qui a 2 dauphins. Donc voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Évidemment, le plus gros des problèmes, ça va être pour des raisons différentes, ce qui se passe à Planète Sauvage et ce qui se passe au Marineland. Est-ce que tu peux changer de... Voilà, merci beaucoup. Petit point rapide sur ce qu'il en est en Europe. C'est un peu difficile de tirer des généralités. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ce qui est en vert foncé, il n'y a pas de cétacés en captivité et il y a une interdiction. Ce qui est en vert clair, il n'y a pas de cétacés en captivité, mais il n'y a pas d'interdiction. Ce qui est en jaune, il y a une interdiction, mais il y a encore la France en fait partie, quelques cétacés en captivité, etc. Là où je veux en venir, c'est que c'est difficile de tirer des généralités de ça et d'en tirer des, entre guillemets, bonnes pratiques ou des choses comme ça, parce que c'est un peu comme la question de la corrida ou la question des questions comme ça, un peu de niche. Autant de l'élevage, de l'élevage, il va y en avoir partout. Des nacs, il va y en avoir un peu partout aussi. Des animaux de compagnie, il va y en avoir partout. Les delphinariums, c'est pas quelque chose qui est présent dans tous les pays à la base, comme la corrida, etc. Donc c'est très difficile en fait de trouver des endroits où il y a des politiques intéressantes dont on pourrait se servir. Et ça amène aussi à se dire qu'il y a assez peu d'endroits où on peut envoyer les cétacés pour qu'ils soient bien traités après. Voilà. On va laisser la carte comme ça parce qu'il y a... Mais en gros, ce que dit la loi, c'est depuis la loi de 2021 qu'à partir de décembre 2026, on aura une interdiction des spectacles ou des contacts directs avec le public et une interdiction de détention et de reproduction pour les cétacés. Ça, c'est l'article L413-12 du Code de l'environnement.
Il y a une exception, enfin il y a 2 exceptions qui sont prévues dans la loi. La première exception, c'est lorsque la détention se fait dans le cadre de refuge ou de sanctuaire. Et la deuxième exception, c'est dans le cadre de programmes scientifiques. Le problème, c'est que la loi prévoit qu'un arrêté définira ce que c'est que les programmes scientifiques, mais on en a parlé tout à l'heure sur le suivi de la loi et le fait qu'il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas les mesures réglementaires sur à peu près tous nos sujets. Il n'y a pas cet arrêté-là, il n'y a pas d'arrêté qui précise ce que c'est qu'un programme scientifique valable qui justifie la détention des cétacés. Dans le rapport d'évaluation, dans le rapport d'information sur l'application de la loi de Madame la députée et de Madame Anne-Laurence Pétel, Mesdames Pétel et Simonet relevaient 3 choses principalement. Donc on en a parlé, le retard dans les textes d'application, ça c'est toujours le cas, parce qu'aujourd'hui on a effectivement pas de texte d'application. L'absence de structure adaptée en France, parce que ça, je peux vous le dire, parce que je pense que moi j'ai vu, je pense 4 ou 5 ministres de l'écologie, je ne suis pas le seul parce que je pense qu'on était aux mêmes réunions, sur cette question comme sur les autres. Systématiquement, on avait quand même averti sur le fait que il ne suffisait pas d'interdire la détention et la reproduction des cétacés, il fallait aussi prévoir les mesures pour que les cétacés qui restent, parce que, ok, les générations ultérieures, elles sont sauvées, entre guillemets, par contre, les cétacés, on ne voulait pas faire une génération sacrifiée des cétacés actuels. Donc il fallait prévoir des endroits pour les placer, ces cétacés. Soit construire des endroits adaptés en France, soit trouver des endroits à l'étranger où on pourrait les envoyer. Ça n'a pas été fait. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas été faites. Je ne vais pas ici m'amuser à savoir de qui c'est la faute, mais en tout cas, les ONG avaient averti de ce problème-là depuis très très longtemps, même avant la loi de 2021. Cette recommandation, cet avertissement, il était présent très clairement dans le rapport d'information de Mme Simonet et Mme Pétel. Voilà. Et troisième problème, c'était le risque de dérogation abusif, qui est toujours un problème, parce que cette question des programmes scientifiques, comme on n'a pas de définition de ce que c'est un programme scientifique et comme on n'a pas de liste des programmes scientifiques autorisés à utiliser des cétacés, c'est un peu problématique. Et c'est là-dessus que vont des structures pour justifier la détention des cétacés qu'elles comptent continuer de détenir après. Voilà, si vous avez suivi, je ne vais pas nommer, mais en tout cas, il y a très peu de, voilà, il y a très peu de coupables, disons. Voilà, donc gros problème, le fait qu'il n'y ait pas de définition de ce que c'est qu'un programme scientifique. Au-delà de la loi et de la suite de la loi, il y a aussi un arrêté, parce que très longtemps, les caractéristiques de détention des cétacés étaient contenues dans un arrêté de 1981, donc ça fait quand même 45 ans. Je vous passe les histoires juridiques, mais en 2017, on a eu un autre arrêté qui a été proposé, mais qui a été retoqué pour des vices de procédure. Et aujourd'hui, on a un arrêté de 2024 qui améliore quelques éléments et qui revient en arrière sur aussi pas mal de choses et qui aurait pu typiquement parler des programmes scientifiques, mais qui n'en parle pas. Et quand je vous dis qu'il revient en arrière sur certaines choses, c'est pas seulement que ça maintient le statu quo, c'est que concrètement, ça supprime des normes, des éléments protecteurs pour les animaux par rapport à la version d'il y a 45 ans. Et là, je parle typiquement des mesures des dimensions des bassins, de la qualité de l'eau, ce genre de choses. Il y avait des normes minimales qui étaient prévues dans l'arrêté de 81, qui sont plus présentes dans la version 2024. Il y a aussi des éléments sur le nombre de soigneurs, de soigneuses pour les cétacés. En 2017, on avait des précisions sur le nombre de soigneuses ou de soigneurs par groupe d'animaux. Je crois que c'était 3 de mémoire, ça dépendait des espèces, mais bref. C'est pas présent dans la version 2024, on se demande pourquoi. Il y a une consécration aussi, une autorisation du dressage dans certains cas, même s'ils appellent ça apprentissage, mais en fait, quand on lit entre les lignes, on voit bien que c'est quand même très très proche de ce qu'on appelle le dressage et ce qui est interdit. Voilà, bref.
Donc ça fait partie des reculs. Parmi les avancées, bon, il y a certaines garanties en termes d'enrichissement. L'enrichissement, c'est quand on modifie l'environnement des animaux pour améliorer leur bien-être. Typiquement, vous avez si vous avez des choses pour que les animaux puissent se cacher, se jouer, etc. etc. Voilà. Oui, tu peux changer. Ouais. Bref, pour terminer, nos recommandations, nos demandes, c'est quelque chose de complètement réglementaire, parce que pour nous, c'est vraiment l'application de la loi et c'est des choses qui sont réglementaires. Premièrement, la publication d'au moins un arrêté, voire deux, sur ce que c'est qu'un programme scientifique, les caractéristiques des programmes scientifiques qui incluent aussi les ONG spécialistes de ce sujet dans les négociations, parce que si on n'a que les professionnels, ça va pas forcément être très objectif. Et un deuxième arrêté sur la liste concrète, une sorte de liste positive, si vous voulez, des programmes. Concrètement, de manière exhaustive, les programmes autorisés sur la détention des cétacés. Et deuxième recommandation, ce serait de revoir l'arrêté de 2024, qui n'est pas si mal que ça, mais qui est revenu en arrière sur pas mal de choses, et c'est dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Donc là, avant de vous laisser la parole et vous pouvez vous poser vos questions, on va faire un petit temps d'échange parce que c'est quand même une table ronde, donc on ne va pas s'en priver. Et moi, je voulais d'abord revenir sur la question de la liste positive parce que Alexandra, tu nous as parlé des impacts que ça pouvait avoir sur la biodiversité. Évidemment, on pense à la souffrance animale que ça représente. On a vu les photos qui sont assez dérangeantes. Moi, je voulais savoir, en fait, là, il y a eu 3 ans de retard par rapport à la loi. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact et en fait, pourquoi ce retard il est important, il est problématique pour vous? Ça marche du coup? Oui. Ok. Merci Milton pour la question. Sur la question de la liste positive, on a effectivement un retard parce que la loi a été à effet immédiat normalement. Donc là, il y a le ministère qui a demandé un rapport au CGEDD, je ne sais plus le nouveau nom de ça. Voilà. La mission d'information du ministère de la Transition écologique, qui a changé de nom récemment. Et ce rapport devrait être débattu bientôt en commission faune sauvage captive et éventuellement publié. Donc l'idée de ce rapport, c'était de comment mettre en place concrètement la liste positive. Donc quels sont les critères d'intégration des espèces dans la liste positive, le principe de précaution qui dit que si on n'a pas les informations qui sont à disposition, on ne met pas l'espèce dans la liste positive, et éventuellement les sanctions pour l'application de cette liste positive. En attendant, on est dans un vide juridique parce que depuis 2021, effectivement, on ne sait pas quelles espèces peuvent être détenues par les particuliers et par les éleveurs qui sont non professionnels, parce que la loi vise les particuliers et les éleveurs dits d'agrément, donc c'est les éleveurs qui ne sont pas professionnels. Donc en fait, les dossiers sont bloqués au DDPP, en local, en préfecture, pour les autorisations d'ouverture et les certificats de capacité notamment. Et du coup, aujourd'hui, on a aussi la suspension du fichier IFAP, donc c'est la base de données nationale qui répertorie les animaux sauvages détenus en France par les particuliers et les professionnels. Le ministère a simplement suspendu par mail, même pas par arrêté, le fichier IFAP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, à l'heure actuelle, il n'y a aucune traçabilité sur les animaux sauvages. Donc ça, je trouve que c'est quand même une aberration. Donc nous, chez Code Animal, on a fait un recours au fond au Conseil d'État pour attaquer le ministère sur ça. C'est comme si du jour au lendemain, on vous suspendait la base des cartes grises, par exemple. Ce serait tout aussi une aberration. Donc voilà, donc c'est un vide juridique aujourd'hui. On attend toujours le ministère et on espère que ce sera publié assez rapidement. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de l'Europe ou pas. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je peux. Alors, sur la liste positive, donc effectivement, c'est plutôt positif qu'on ait eu, enfin, sans jeu de mots, qu'on ait eu cette mission d'information, cette mission du ministère sur la faisabilité, enfin pas sur la faisabilité de la liste positive, mais sur comment on l'a fait, parce que dans la lettre de mission, il est clairement indiqué que la loi dit qu'il faut une liste positive, en gros, et donc comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Donc le ministère a bien compris que il faut juste respecter la loi. Après, voilà, on verra dans concrètement les propositions du rapport,
toutes les modalités du style comment on définit quelles espèces figurent dans cette liste positive, parce que si c'est des comités scientifiques qui sont exclusivement constitués de professionnels, par exemple, sans qu'il y ait en même temps des experts des ONG, des vétérinaires indépendants, etc., etc., ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on pourrait se retrouver avec pas mal d'animaux qui n'ont rien à faire dans la liste et qui sont quand même dans la liste. Donc il ne suffit pas d'avoir cette liste, mais il faut que le rendu soit satisfaisant, en fait, que les modalités soient satisfaisantes. Donc voilà, on va suivre ce qui va se passer avec le rapport, et puis a priori on aura des nouvelles collectivement dans quelques semaines, je pense. Voilà. Oui. Juste pour ajouter un mot pour les parlementaires et les collaborateurs qui sont présents, je voulais vous dire qu'en fait, cette question de la liste positive, au départ, le ministère ne voulait absolument pas s'en préoccuper, bien que c'était une disposition légale depuis la loi de 2021. Que maintenant, on le voit grâce à cette mission de l'IGED et du CGAER que effectivement, ça bouge un petit peu et ils se sont dit finalement, il va peut-être falloir qu'on avance. Mais on a absolument besoin de la pression des parlementaires pour faire en sorte que le ministère agisse à la suite de ce rapport et qu'il y ait une véritable liste qui en sorte et qui soit solide derrière. Donc n'hésitez surtout pas avec des questions écrites, des questions orales, des courriers. Allez-y, on a besoin de vous. Oui, et en fait, quand j'ai recreusé le sujet en préparant ce colloque, j'ai vu qu'en septembre 2023, il y avait une collègue députée macroniste, Corinne Vignon, qui avait posé une question écrite au ministère. Et le ministère avait répondu très positivement, puisqu'il avait dit qu'un projet d'arrêté était en cours de consultation avec objectif de publication avant la fin de l'année 2023. Donc je pense qu'on a intérêt à se raconter, c'est-à-dire que si on repose nos questions écrites, de citer la question écrite de la collègue, qui plus est quand c'est une question d'un autre groupe que le nôtre, pour bien montrer, voilà, moi je suis dans le groupe écologiste et social, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de montrer qu'il y avait aussi des députés du bloc central qui s'en étaient préoccupés. Et donc je pense qu'on a intérêt, et on pourrait peut-être aussi avoir la même question écrite, qu'on se refile. Et on va voir que sur ce thème, il y a quand même pas mal de questions écrites à refaire en attendant et en espérant d'avoir une mission d'évaluation. Et je pense qu'on pourrait se les mutualiser parce que je pense que c'est pas mal. Si on est de différents groupes et que ces questions sont partagées, on pourra aussi continuer ce lobbying. Tout à fait. Maintenant, je peux vous poser une question sur le cirque, parce que donc là aussi, il n'y a pas eu de texte d'application, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues, en fait, il manque plein de choses. Et du coup, il y a aussi cette volonté du ministère d'inciter les cirques à passer de l'itinérance au fixe, en fait. Et donc, le gouvernement a publié un décret pour aussi octroyer des aides financières dans ce cadre-là, pour les cirques qui voudraient passer en fixe. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces aides? Peut-être passer la parole à Nikita de Quatre Pattes pour répondre premièrement à ça, et puis plus généralement sur le retard pris par le gouvernement sur la question des cirques. Ouais, alors effectivement, on a un décret du 30 avril 2025 qui enfin prévoit des aides pour les circassiens. Il y a 5 types d'aides en fait qui aident les circassiens soit à se reconvertir, soit à placer leurs animaux, soit à les entretenir pour ceux qui les ont encore. Et qui, en fait, concrètement, c'est plusieurs millions d'euros qui sont mis sur la table. Alors, ça va dans le bon sens, puisque, par exemple, pour les aides à la stérilisation, elles étaient attendues pour que l'interdiction de reproduction puisse vraiment être mise en œuvre, même si, encore une fois, les établissements sont censés ne pas ignorer la loi. Mais on a quand même des problématiques autour de cette distribution d'argent public. Pour vous donner un exemple, les professionnels du cirque peuvent toucher des aides pour des animaux qu'ils ont déjà replacés en sanctuaire. Et pour autant, ils peuvent continuer à avoir certains animaux sauvages et donc à faire des spectacles avec. Et donc,
ils peuvent se retrouver à faire des spectacles tout en utilisant de l'argent public pour subvenir à leurs besoins et à leur activité. On parle quand même de 1 000 € pour les plus petites espèces d'animaux sauvages à 50 000 € pour un éléphant. Un autre exemple, c'est celui des aides à l'entretien d'animaux que les cirques justifieraient d'avoir cherché des places en sanctuaire mais de ne pas en avoir trouvé. Dans ce cas-là, ils peuvent toucher une somme mensuelle, ça va jusqu'à 600 € pour un grand félin par exemple, et continuer concrètement à faire des spectacles avec. Donc c'est un peu problématique parce qu'on parle de l'argent du contribuable en sachant qu'on a quand même sur la question des cirques, comme sur la plupart des questions de protection animale, une demande sociétale qui va contre leur utilisation dans les spectacles. Et là, on a de l'argent public utilisé en parallèle des spectacles. Donc, on a un certain laxisme, on va dire, dans la distribution de l'argent de la part du gouvernement. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais la plupart des aides sont sur simple déclaration sur l'honneur. Tu l'as dit. Okay. Donc la plupart des aides sont sur simple déclaration sur l'honneur de la part des cirques aussi. Aujourd'hui, nous, chez Code Animal, ça fait 20 ans qu'on suit les cirques, donc on les connaît très bien. Là, on a remis à jour notre suivi pour 2025. Donc c'est un gros travail. On a redécouvert que 25 cirques, à l'heure actuelle, en France, utilisaient encore des animaux sauvages dans leurs spectacles. Donc ça peut sembler pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'animaux et la plupart des cirques, parmi ces 25 cirques, n'ont aucune envie de changer et ne changeront pas. Ça, c'est des déclarations qu'on a nous. C'est-à-dire qu'ils vont aller vraiment jusqu'au bout. Parmi ces cirques aussi, certains ont vraiment pour projet de s'installer en fixe. Nous, on a créé un petit réseau avec les autorités notamment et l'administration. On a plusieurs demandes de dossiers qui ont été déposées dans certaines préfectures pour des terrains, par exemple. Donc on sait que s'installer en fixe, c'est vraiment quelque chose qui est envisagé par les circassiens. Donc on a 25 cirques qui utilisent encore des animaux sauvages et on a aussi 28 cirques qui n'utilisent plus d'animaux sauvages dans leur spectacle à l'heure actuelle, mais qui les détiennent encore. Donc ça fait 53 cirques dont on est sûr, en tout cas chez Code Animal aujourd'hui, qui ont encore des animaux sauvages. Donc c'est quand même beaucoup, sachant que la plupart des cirques, de ces 53 cirques, ont en moyenne 5 fauves. Donc c'est quand même beaucoup. Et aussi sur l'application de la loi, effectivement, nous on a vraiment besoin du décret sanction, parce que par exemple, on a effectivement aussi des remontées de nos adhérents et de la population sur la reproduction comme 4 pattes. Par exemple, l'année dernière, on a fait la saisie de 9 lionceaux d'un cirque. C'était le plus grand sauvetage de France avec 12 lions au total. Et en fait, on n'a pas pu saisir ces animaux sur simple fait qu'ils soient nés illégalement en 2024 parce qu'il n'y a pas le décret sanction. Donc on a dû se triturer les méninges avec l'OFB notamment pour trouver des biais pour essayer d'avoir ces animaux-là. Bon, finalement, ça c'est grâce à la pression de la gendarmerie notamment et de la collaboration avec l'OFB, ça s'est soldé en cession. Donc c'est quand même plus paisible pour nous parce que au moins les animaux nous appartiennent et ils pourront jamais être donnés à leurs dresseurs. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment continuer à mettre la pression. Il nous faut vraiment ce décret sanction. Le ministère nous disait qu'il ne pouvait pas le publier tant que le décret aide n'avait pas été publié parce que on sait bien d'accompagner et pas vraiment de punir. Bon, c'est la seule fois où on entend ça de la bouche du gouvernement. Mais du coup, voilà. Donc là, le décret aide a été publié, comme l'a dit Nikita. Donc ce serait bien d'avoir le sanction parce qu'en fait, les cirques qui ne vont pas aller dans ce sens-là, c'est les cirques qui, de toute façon, n'ont aucune volonté de changer. Donc même avec le décret aide, c'est ces cirques-là qu'il va falloir aller sanctionner et aller chercher les animaux. Le replacement en structure d'accueil est très compliqué à l'heure actuelle, mais on trouvera toujours une solution. Donc voilà, nous, il nous faut vraiment le décret sanction, parce que tant que ce décret sanction n'est pas publié, on ne peut pas avancer. Moi, j'avais juste une question. Il y avait une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive qui, dans le texte de loi, devait être créée. Elle aurait été créée en mars 2023, mais est-ce qu'elle se réunit ? Est-ce que vos associations y ont des représentants ? Je sais qu'il y a des terminologies un peu particulières en fait dans la composition
de cette commission, parce qu'il y a, par exemple, il y a 18 établissements faune sauvage captive, mais par exemple, moi, je ne peux pas savoir, ces 18 établissements, est-ce qu'il s'agit de refuges et auquel cas on se dit que la parole, je fais ma naïve, voilà, ou est-ce qu'il s'agit justement d'une commission qui surreprésente ceux qui continuent en fait d'exploiter la captivité? Parce que en fait, sur toute cette bataille sur la question de la faune sauvage captive, puisque l'objectif c'est bien justement d'en finir et qu'on respecte voilà, les animaux sauvages, ils restent dans leur environnement naturel, point barre. Voilà. Quelles sont vos possibilités en fait de pouvoir intervenir dans cette commission, ou est-ce qu'elle est complètement détournée de son objectif en étant dans sa composition complètement blindée de personnes qui sont en sens contraire? Je ne sais pas si c'est clair. Je vais juste répondre rapidement et après je te laisserai la parole. Nous, on a fait un recours en Conseil d'État l'année dernière sur la composition de la commission faune sauvage captive. Et en fait, on a gagné ce recours en Conseil d'État parce que les ONG n'étaient pas représentées dans la sous-commission certificat de capacité. Donc en fait, c'était clairement de l'entre-soi dans cette commission. Donc les ONG n'étaient pas représentées. Donc nous, on a réussi à casser cet arrêté et à en faire refaire un. Donc là, il y a une nouvelle composition de la commission faune sauvage captive qui a été publiée il y a un mois à peu près. Donc on a réussi à gagner un siège en plus pour les ONG grâce à ce recours. Donc on est 4, enfin vous êtes 4 en l'occurrence, parce que nous on a été exclus de cette commission. Du coup, ils sont 4 contre 18 exploitants directs de la faune sauvage captive. Et moi, pour m'amuser, j'ai fait une petite analyse de la composition de cette commission. Et en fait, c'est clairement une commission de la FDPZ, donc du syndicat des eaux, parce qu'à grande majorité, soit plus de la moitié, c'est des gens qui travaillent directement dans les parcs zoologiques, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des chercheurs ou que ce soit simplement des propriétaires de zoos. Donc je pourrais vous envoyer cette analyse si ça vous intéresse. Donc autant vous dire que le conflit d'intérêts est quand même assez prégnant dans cette commission. Oui, donc moi j'ai rejoint la commission en tant que membre suppléant grâce à cette 4e ligne qui a été ajoutée. Et Nicolas en fait aussi partie en tant que représentant des associations. Donc effectivement, on est 4 face à 18 représentants d'établissements de faune sauvage captive. Il y a des représentants dans ces établissements de centres de soins, mais il y en a un. Il y a un représentant d'un refuge pour faune sauvage captive, mais il y en a un. Voilà. Et sinon, tout le reste, effectivement, on est sur des parcs zoologiques, sur des associations d'aquariophilie, d'élevage de reptiles, et tout ça, quoi. Donc, il y a un gros déséquilibre, effectivement, sur la composition de la commission, ce qui fait que concrètement, alors la commission, elle se réunit. Là, comme il y avait des petits changements dans la composition, il y a eu un certain temps avant qu'elle se réunisse, mais en tout cas, on s'est réunis récemment, on se réunit assez régulièrement, mais en fait la commission elle est réunie, elle est consultative quoi, déjà de base, donc on rend des avis et les avis sont suivis ou pas par le ministère. Si je ne m'abuse, sur le texte Delphinarium, la commission avait rendu un avis négatif et le ministère n'a pas suivi. Donc voilà, et effectivement, compte tenu de la faible représentation des associations de protection animale face aux établissements, très souvent, on vote de manière différente, mais notre vote in fine n'est pas entendu. Alors nous, on l'a fait valoir, évidemment, et on a pu entendre leurs arguments, faire valoir les nôtres, mais in fine, en termes d'avis de la commission, ça ne reflète pas ce que nous, on voulait, quoi. Donc, au moins, on en fait partie, au moins, on sait ce qui se passe, au moins, on a accès aux informations, et ça, c'est déjà pas mal. Mais clairement, ce n'est pas du tout au niveau de ce qu'on aimerait avoir.
Non, rien à ajouter. Merci. D'accord. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on n'est pas dans la commission, mais par contre, j'avais interrogé le ministère parce que est-ce que ça ne vous rappelle pas d'autres commissions comme les CDCFS, les commissions chasse et faune sauvage? C'est exactement le même déséquilibre où on a 30 représentants des intérêts synergétiques contre 2 représentants des assos de protection de l'environnement. Et quand on dit ça au ministère, leur réponse c'est « mais de toute façon, vous ne serez jamais d'accord, donc ça sert à rien de faire l'équilibre ». Sauf que tout le monde se base sur ce que va rendre cette commission. Et voilà, et même si c'est consultatif, de toute façon, pourquoi ce déséquilibre dans toutes les commissions et on est toujours dans n'importe quel thème en minorité? Ouais. Bon, du coup, je veux bien réagir pour pousser un petit coup de gueule quand même. Parce qu'effectivement, c'est un peu la logique de... Il y a des professionnels, enfin, il y a des gens qui sont censés davantage connaître le sujet parce qu'ils travaillent avec les animaux, etc. etc. Voilà, c'est ça. Et en fait, bah, c'est pas aussi simple que ça la vie. C'est qu'il y a des gens qui travaillent avec les animaux et qui peuvent avoir aussi des biais de leur côté, notamment parce qu'ils travaillent avec les animaux, qu'ils ont certains intérêts à défendre, etc. C'est quand même pas mal d'avoir en face des gens qui travaillent sur les sujets animaux et qui connaissent bien les sujets animaux, parce que les ONG, ça fait quand même des années et des années qu'elles travaillent sur la question, et qui sont pas moins légitimes pour autant, quoi. Mais il y a cette logique de pour connaître le sujet, il faut être un professionnel du sujet. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme un scientifique, comme les scientifiques qui travaillent sur des sujets agronomiques, peuvent avoir plus de connaissances qu'un éleveur sur l'éthologie de la vache, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Tout à fait. Et pour continuer, j'aimerais bien qu'on revienne à la question des animaux dans le cinéma, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'était un angle mort de la loi de 2021. Et aujourd'hui, il y a toujours des clips, il y a toujours des tournages qui sont faits avec des ours captifs notamment. Et voilà, donc en fait, avec France et Quatre Pattes, vous avez travaillé là-dessus. On a eu un rendez-vous au CNC l'an dernier, on l'a mentionné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là en termes de demande politique, qu'est-ce que vous portez aussi voilà. Nous, ce qu'on a exprimé au CNC, c'est que il fallait qu'on aborde le sujet et notre but, en fait, c'était d'utiliser encore les animaux qu'on a à disposition pour favoriser les effets spéciaux, synthétiser les mouvements des animaux. En France, on est assez fort dans les effets spéciaux. Effectivement, ça coûte encore cher, mais si on arrive à créer des banques de données, ça va faire baisser les coûts. Et plus on utilise une technologie, plus ça fait baisser les coûts. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête qu'il y a un moment où il faudra arrêter d'utiliser des animaux sauvages pour le divertissement et notamment pour les films. La difficulté qu'on a, c'est que si on allait trop vite vers une interdiction, en fait, ils vont aller tourner ailleurs. Il y a déjà des très grands noms du cinéma, comme Gilles Demestre, pour ne pas le citer, qui fait des millions d'entrées et qui va tourner dans des pays. On a eu des témoignages qu'on n'a pas pu diffuser, mais de capacitaires qui ont travaillé avec lui. Et qui nous a dit, en fait, il a tourné chez un trafiquant d'animaux pour faire un film c'était le dernier Jaguar, dans lequel il dénonçait le trafic animalier. Et j'ai des enregistrements de sa productrice. Donc c'est horrible en fait, sauf que lui, de toute façon, il tourne déjà à l'étranger. Le public ne le sait pas, tout ce qu'il y a derrière, mais ils tournent à l'étranger. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils fassent tous la même chose. Si on va trop vite vers une interdiction en France, la facilité, ça va être d'aller tourner à l'étranger. Ça coûte moins cher, les équipes sont moins chères, et on est beaucoup moins regardant sur ce qu'on fait, le sort qu'on réserve aux animaux. Donc, ça demande une réflexion, mais il faut qu'on ait ce contact avec le CNC. Le ministère de la Culture, clairement, il nous a renvoyés vers le CNC, ils veulent rien en savoir. Mais il y a aussi des questions de financement, parce que si on dit on arrête de financer des films dans lesquels il y a des vrais animaux sauvages qui sont utilisés, mais que par contre on accepte de donner des subventions complémentaires à ceux qui s'en passent, ça pourra aussi peut-être changer le montage d'un film. Et je parle de films, mais il y a aussi les documentaires. J'avais eu il y a quelque temps un échange avec une équipe de TF1 qui avait utilisé un ours captif pour tourner une scène parce qu'ils voulaient à tout prix recréer une scène d'attaque d'un ours dans les Pyrénées sur un chasseur.
Et il s'était beaucoup posé la question en conférence de rédaction, à savoir si c'était éthique ou pas de faire venir un dresseur d'ours. Au final, c'est l'argument financier qui a penché en disant ça nous coûterait trop cher en effets spéciaux, on n'a pas le budget, donc ils ont fait venir un dresseur. Mais en tout cas, il y avait déjà quand même cette réflexion. Et il faut en fait qu'on arrive à passer cette contrainte financière pour pour réussir à sortir de ça, quoi. Alors là-dessus, justement, sur en fait, la bataille culturelle, la bataille des consciences, j'avais suivi que l'association Paris Animaux Zoopolis avait, après avoir montré cette vidéo qui était tournée, alors c'était Fauna et Film, et c'était, on y voyait Pierre Cadéac, dresseur connu, qui donnait un énorme coup de poing à un aigle. Et puis voilà, la maltraitance, elle était là évidente. Et en fait, après cela, l'association avait eu pas mal d'échanges avec France Télévisions et sans doute avec l'action d'autres associations. Ils avaient obtenu que France Télévisions avait au moins une démarche incitative par rapport aux films qui financent, de réduire au maximum le recours à des vrais animaux sauvages. Alors, c'est pas la panacée, mais enfin, on voit que quand même, on est sur une évolution de prise de conscience. Donc, il faudrait voilà, arriver à un engagement. Ça passera peut-être aussi par des engagements des financeurs. C'est-à-dire peut-être que c'est pas l'interdiction tout de suite par la loi. De toute façon, je vais dire franchement, on va pas l'obtenir. Hein, non. Je pense pas que dans la majorité actuelle, enfin dans la tripolarisation de l'Assemblée nationale, on arrive à faire adopter une loi d'interdiction des animaux dans le cinéma. Mais peut-être que voilà, pousser toujours cette campagne-là, que ça fasse une pression sur les gros financeurs pour qu'eux-mêmes se disent « Merde, en fait, c'est contre-productif, quoi, parce que on va avoir le public contre nous. Le jour où on a gagné cette bataille-là et qu'on aura le public contre nous, bon... mais c'est vrai que des fois, il faudrait quand même des coups de pouce, parce que sur la question des zoos, si on attend d'avoir le public contre les zoos pour qu'on puisse fermer les zoos, ça risque d'être encore un peu long. Même sur les zoos, on commence quand même à avoir des gens qui comprennent qu'il ne faut plus y aller, mais c'est encore long. C'est vrai que sur le cinéma, le public se pose pas encore la question, mais ça viendra. Enfin, ça va être le cours normal. On se rappelle tous quand on a commencé à militer, les questions qu'on aborde aujourd'hui dans la population. Au final, enfin, peu de gens se posaient la question. Donc, ça viendra. Et en fait, c'est un peu un avertissement aussi qu'on leur fait en disant le public va finir par dénoncer ces pratiques-là. Donc, prenez les devants et attendez pas d'être au pied du mur où effectivement on pourra plus tourner avec des animaux en France. Et effectivement, ça passe peut-être aussi par les financeurs, mais oui, il y a encore du chemin pour le coup à faire. Après, il peut y avoir enfin, moi, je suis volontaire pour faire un travail de rédaction d'une proposition de loi, sachant qu'en fait, toutes les propositions de loi que nous rédigeons ne sont pas forcément des propositions de loi qui sont inscrites et qui sont débattues. Et ça, il faut être honnête là-dessus. Les groupes politiques d'opposition, on a une niche un jour et par an de 9h à minuit. Donc, c'est vraiment Cendrillon, à minuit, c'est fini. Et généralement, c'est des textes de loi avec un article unique, si on veut espérer qu'il n'y ait pas toute une bataille d'amendements. Donc, je ne suis pas en train de faire la promesse qu'une proposition de loi de ce type pourrait être dans la niche de mon groupe écologiste et social, parce que voilà, il y a des débats démocratiques dans un groupe pour savoir ce qu'on fait de sa niche. Mais je pense que par ailleurs, ces sujets-là, le fait qu'ils soient matérialisés dans un texte de loi, une proposition de loi, ça donne déjà une légitimité différente aussi, et ça fait un objet qu'on peut débattre dans des réunions avec la population. Et ça peut être aussi des objets qu'on fait débattre auprès des financeurs, auprès des artistes, enfin voilà. C'est aussi comme ça qu'on continue à mener une bataille. Mais je ne sais pas si vous avez déjà peut-être eu une proposition de loi qui a été faite par d'autres collègues sur le sujet, non ? Non, il n'y en a pas eu pour l'instant, mais tout à fait, ça pourrait être un bon On outil. se lance, on y va. Allez, au boulot. Merci pour cette proposition, Madame la députée. Et juste un petit mot pour finir peut-être. Alors nous, chez Quatre Pattes, une de nos espèces emblématiques, c'est vraiment les ours.
Et on s'est lancé dans une enquête justement pour savoir un peu qu'est-ce qu'il advenait des ours, des anciens montreurs d'ours, qui sont très peu nombreux en France en fait, mais qui sont toujours là. Et comme le disait Christophe, la problématique n'est pas réglée. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont toujours exploités de manière commerciale, notamment pour le cinéma, mais aussi pour la pub, les clips, les photoshoots, etc. Il peut y avoir du contact avec le public alors que c'est interdit. Et donc, on espère lancer très prochainement une campagne sur ce sujet-là. Et sur la question du cinéma, on aimerait faire potentiellement le parallèle avec l'itinérance, parce que oui, effectivement, les ours peuvent être envoyés à l'étranger sur des tournages. Et du coup, ils sont transportés. Et c'est bien ça la base de l'interdiction des montreurs d'ours au départ. Donc, on va s'intéresser à tout ça. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant. Et on espère que vous serez là pour relayer et pour soutenir cette campagne. Merci beaucoup. Et pour finir avec une dernière question avant de vous passer la parole, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question des zoos, donc pas les zoos privés, mais les zoos qui sont ouverts au public. Je pense que c'est important d'en parler sur cette table ronde captivité. Donc Alexandra, toi tu portes une demande avec CAP de mise en place de normes en rapport avec la conservation dans les zoos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? La question des zoos, c'est une question ultra large qui nécessiterait une conférence entière. Effectivement, nous, on remet en question fortement le discours des zoos parce que, en fait, en discutant avec eux et en allant aussi voir les scientifiques, voir les autorités, on se rend compte que c'est un joli discours marketing, mais que derrière, on essaye vraiment de chercher, on s'accroche, on essaye vraiment de chercher les preuves, on ne trouve pas grand-chose. Donc ça veut dire que nous, on a fait une étude, par exemple, sur la représentation des espèces qui sont menacées sur la liste rouge IUCN par rapport à la représentation de ces espèces-là dans les zoos. Et on s'est rendu compte que 87% des espèces présentes en zoo ne sont pas sur la liste rouge IUCN, donc ne sont pas menacées d'extinction dans le milieu naturel. Donc en fait, les zoos, c'est pour la majorité d'entre eux, on a fait aussi une étude sur leur statut, des entreprises qui sont commerciales, donc qui utilisent l'animal comme un produit d'appel pour aller, pour que vous puissiez y aller et avoir une expérience client avec, par exemple, des lodges. Donc, c'est des hôtels où vous pouvez voir directement les animaux de votre fenêtre. Ces lodges ont un impact négatif sur les animaux parce que les animaux, la plupart, sont des grands prédateurs, donc des loups, des ours, des fauves, et sont en constante hypervigilance. Ils entendent tout ce que vous faites. Ils entendent la télé, ils entendent tout. Donc en fait, ces animaux-là, la journée, ils sont regardés par des gens, par des visiteurs, et la nuit, ils sont encore en contact avec des gens. Donc ils ont 0 moment pour se reposer, ces animaux-là. Et après, sur la question, pour faire un parallèle, et ça c'est assez rigolo, ça va vous faire marrer, mais sur les bourses ONAC, on a fait une enquête en Allemagne, dans l'une des plus grandes bourses ONAC en Allemagne, qui s'appelle la bourse de Hamm. Et on a croisé des soigneurs d'un célèbre zoo en train d'acheter des reptiles. Voilà. Je ne dirai pas le nom parce que c'est une correspondance privée, mais on était quand même assez étonnés de les voir là. Donc quand on nous parle de conservation, nous on remet fortement en question ça, et c'est une obligation légale, c'est dans l'arrêté de 2004 qui encadre les zoos en France. Et ils ont une obligation de conservation, sauf qu'en fait, on n'a rien. On ne sait pas ce que ça veut dire, conservation. Est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être reversé à des programmes ? Quel programme ? Est-ce que c'est vérifié ? Est-ce que c'est avoir un pourcentage d'espèces qui sont menacées ? Est-ce que c'est un pourcentage d'animaux qui sont relâchés dans le milieu naturel ? On n'a aucune idée de ce que c'est la conservation. Et nous, chez Code Animal, la captivité pour le divertissement est un problème. Mais en revanche, la captivité à des fins conservatoires, c'est-à-dire dans les milieux naturels, avec des professionnels qui ne sont pas ouverts au public, donc qui n'utilisent pas des animaux comme des produits d'appel, nous, ça ne nous pose pas réellement de problème si c'est faire de la reproduction dans le milieu naturel et avoir des relâchiers dans le milieu naturel. Et ça, notre vice-présidente, le docteur Sophie Wieser, va visiter ce genre de structure au Costa Rica, en Afrique notamment, et on se rend compte que ça marche. Et que en fait, les zoos n'ont pas vraiment d'impact ultra positif sur la conservation dans les milieux naturels.
Merci beaucoup. Je vous passe maintenant la parole. Est-ce que vous avez des questions? Oui, au fond. Bonjour, donc je suis Hélène Barbry, je suis membre de la PRAD et de l'association Stéphane Lamar. Merci pour votre table ronde. J'avais 2 petites remarques. Je voulais un petit peu nuancer la question des animaux et du cinéma. Moi, je suis issue d'un parcours du cinéma, je travaille beaucoup dans le cinéma. Et pour avoir été longtemps bénévole à Faune Alfort, le centre de faune sauvage, en fait, on est confronté à un problème dans les centres de faune sauvage, c'est les animaux trop imprégnés, ou les animaux handicapés, ou les ésodes. Dans ces cas-là, c'est euthanasie obligatoire. Non, les ésodes, c'est les anciens nuisibles. Donc dans ce cas-là, c'est euthanasie obligatoire. Et en fait, on a de la chance avec Faune Alfort de collaborer avec des éleveurs d'animaux du cinéma qui vont récupérer des animaux trop imprégnés, par exemple des marcassins, des pies qui devraient être euthanasiés, des renards, et qui vont être dans des super conditions de détention, qui effectivement peuvent parfois être amenés parce qu'ils sont imprégnés à travailler sur certains films. Mais si il n'y avait pas ces pistes de sortie-là, ça serait euthanasie directement. Alors que parfois, l'animal est en très très bonne santé, mais il y a ces problèmes d'imprégnation. Donc, si on en vient à une interdiction totale, il faudrait trouver en parallèle des pistes de sortie pour les centres de faune sauvage dans les cas d'animaux handicapés ou trop imprégnés. Voilà, donc ça c'était la petite nuance. Et la deuxième la deuxième remarque c'était pour Madame Simonet. En fait, ça fait plusieurs fois qu'on fait remonter une contradiction dans la loi suite à la loi maltraitance animale. En fait, il y a un article du Code pénal qui est le R 655-1 qui n'a pas été abrogé et qui catégorise en contravention le fait, sans nécessité publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique apprivoisé ou en captivité. Et donc, il rentre en conflit avec l'article 522-1 qui, lui, catégorise les mêmes faits, c'est mot pour mot les mêmes faits, en délit. Et comme normalement c'est la loi la plus douce qui est supposée s'appliquer, les juges, si l'avocat confronte ces 2 articles-là, il va faire valoir le R 655-1 et donc ça sera une contravention. Donc il y a vraiment une urgence à abroger cet article qui est caduc mais qui n'a toujours pas été abrogé et ça fait 2 ans moi j'ai fait des courriers à Monsieur Dombreval, à Monsieur Certain à l'époque où il était député et ça n'a pas abouti. Donc voilà. Je vous remercie. Merci Hélène pour ces remarques. Juste peut-être un petit mot sur ta première remarque concernant le cinéma et les centres de soins. En fait, je pense que finalement, la problématique n'est pas tant celle du cinéma que de comment les centres de soins peuvent gérer les marcassins et les sangliers qu'ils reçoivent du fait de leur statut d'ésode. Et je pense que c'est vraiment ça la problématique. Et je sais qu'il y a notamment d'autres organisations en France qui s'intéressent particulièrement à ce problème, aussi le réseau de centres de soins à la faune sauvage, parce qu'en fait, actuellement, il y a beaucoup de centres de soins qui estiment qu'ils ne peuvent pas récupérer ces animaux. Compte tenu de leur statut légal, et c'est toute la problématique en fait, et pas tant celle de leur trouver une porte de sortie dans le cinéma. Donc je pense que c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut agir. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de présenter. Donc Manon Thor, je travaille moi à la ville de Paris auprès de Christophe Najdowski, qui est l'adjoint à la maire de Paris, notamment en charge des questions de conditions animales. Il se trouve que nous, la semaine dernière, il y a 10 jours, on a organisé au Théâtre de la Concorde une conférence justement sur les animaux de divertissement. Donc on a été un peu dans le thème aussi. Et voilà, j'avais juste une remarque et une autre question qui sera sur les NAC. Donc, par rapport à ce sujet des tournages avec animaux, il y avait notamment Paris Animal Zoopolis qui était invité, mais aussi un collectif que vous connaissez du coup sans doute qui s'appelle Tournage avec des animaux. Il y avait 2 personnes du coup donc si jamais on peut vous donner les contacts, 2 personnes de ce collectif, et vous avez fait le parallèle avec en fait, donc il y a eu MeToo qui a en fait fait oublier on va dire ces premiers témoignages qui commençaient à sortir sur effectivement des cas de maltraitance animale dans le cinéma. Et eux, en fait, ce collectif, ils collectent
des témoignages en fait de ce type-là. Et pour gagner cette fameuse bataille culturelle qui fait après ensuite avancer la loi, il y a évidemment cette nécessité d'abord d'ouvrir le dialogue et de faire connaître justement ces cas-là. Et donc voilà, nous on est en contact avec ces personnes, donc si jamais ça peut voilà, vous aider aussi dans vos démarches, ça peut être intéressant. Et donc par ailleurs, moi j'avais une autre question, et c'est le sujet effectivement des NAC sur les salons animaliers. Donc nous on a énormément, Daniel Simonet qui est présente le sait, c'est un sujet qui a beaucoup animé le Conseil de Paris depuis de nombreuses années. Nous on est en contact direct avec les organisateurs avec lesquels on négocie depuis des années les évolutions, et d'ailleurs ça fonctionne, et aussi c'est aussi grâce à l'appui du Conseil de Paris qui vote souvent de manière assez unanime sur ces sujets, je dois bien le dire, pour faire avancer aussi les conditions sur le territoire parisien. Mais typiquement sur le sujet des NAC, nous on est arrivé, alors c'était intéressant parce que vous avez mis une photo que du coup j'ai découverte sur le salon Paris Animal Expo de cette année. Il se trouve que donc nous, on avait abouti dans notre nouvelle négociation au fait qu'il n'y ait pas de NAC. Et donc en fait, c'est systématiquement en fait le jour J qu'on se rend compte si on va dire les négociations ont abouti ou pas. Et à chaque année, on a des avancées, on a des vraies avancées. Fin de la vente des animaux domestiques, fin de la vente des NAC, alors même que c'est mieux que 10 ans que la loi. Donc ce qui n'est pas simple non plus, parce que du coup face à nous, on n'a même pas l'argument de la loi. Et en même temps, on se trouve à chaque fois avec quelqu'un qui ne va pas respecter le jeu. Et donc nous, à chaque fois, c'est utile aussi qu'on nous alerte, parce que derrière, on a des photos à montrer aux organisateurs en disant, vous voyez, nous, c'était pas le contrat qu'on avait passé ensemble. Donc ma question, désolée, je suis un peu longue, mais c'est aussi, ça peut être intéressant pour d'autres municipalités qui, elles, n'ont pas autant de puissance peut-être que la nôtre par rapport à ça, et aussi un public qui est moins avisé aussi sur, un visitorat qui est aussi moins avisé sur ce sujet-là. Quel est vous avez donné quelques éléments de plaidoyer, mais voilà, comment les mairies peuvent encore plus pousser les organisateurs avec des règles. Moi, je trouve ça intéressant. Le sujet sanitaire, par exemple, c'est vraiment intéressant comme argument. Est-ce que vous avez un plaidoyer, une liste de cours qui serait très utile, je pense, pour CAP et pour d'autres, et pour des élus, pour justement aller un peu plus loin, et parce qu'on n'a pas l'argument de la loi, en fait. Oui, du coup, là, on était en événement national. Donc, effectivement, j'ai visé sur le national avec soit réglementaire, une modification dans l'arrêté de 2018, où on instaurait une interdiction dans cet arrêté. Mais je préférerais passer par le législatif parce que c'est quand même plus solide. Donc là, on aurait une modification du Code de l'environnement par une proposition de loi. Et après, sur le local, effectivement, je pense qu'il faut jouer avec les vétérinaires sanitaires, parce qu'au niveau des départements et des préfectures, vous avez des vétérinaires qui sont rattachés, qui s'appellent des vétérinaires sanitaires, avec la liste, la DDPP à cette liste. Donc l'idée, ce serait aussi, si vous n'arrivez pas à avoir une prévention sur le coup, à dépêcher des vétérinaires sanitaires pour aller contrôler sanitairement que tout est correct au niveau humain, mais aussi au niveau des animaux. L'ARS, l'Agence régionale de santé, peut aussi être un point d'appui en local. Et après, nous, on va développer effectivement toute une campagne pour les municipales en 2026. C'est ça, 2026. Justement pour essayer d'avancer un petit peu sur cette question au niveau local. Mais pour parler de Paris Expo, effectivement, là, c'était vraiment c'est ce qui se fait maintenant, parce que la majorité du commerce de NAC se fait en ligne actuellement. Donc, du coup, ils font des boîtes sensations, ce qu'ils appellent. Donc, vous payez en plus de l'entrée un accès à cette boîte sensation, où c'est des grands, des personnes hyper connues du milieu. Hein. Là, en l'occurrence, c'était Reptilis et la ferme tropicale pour Paris. Qui, eux, ont clairement des shops à Paris. Donc, en fait, vous faites 3 km et vous êtes dans son shop. Donc, c'est hyper facile d'aller acheter un animal. Et en fait, vous payez ça et vous avez accès au serpent. Donc, nous, on a fait l'enquête. On était dans cette boîte sensation-là. Donc, c'est le vendeur qui vous fait passer des serpents de main en main. Il y avait un iguane. Il y avait tout ce qui était insectes, donc des grosses blattes, des trucs comme ça. Et en fait, il faut aussi, c'est pas juste une histoire de
vente, c'est aussi une histoire de présentation au public. Donc là, vous pouvez prendre mon contact et on peut en discuter pour les prochaines fois, mais on travaille aussi effectivement au niveau local et on peut être un appui au niveau local aussi. Moi, je vous encourage vraiment à faire cette démarche sur les municipales, parce que je sais que pendant les précédentes municipales, le fait d'avoir à un moment donné les associations qui nous interpellent quand on est candidat, est-ce que vous vous engagez sur tel et tel et tel et tel engagement, ça pousse aussi le débat à l'intérieur des formations politiques, parce que vous pouvez avoir des formations politiques plus avancées que d'autres sur le sujet, mais ça permet à ceux qui sont plus avancés dans leur formation d'embarquer aussi tout le monde. Parce qu'à un moment donné, se trouve la décision, est-ce qu'on coche ou est-ce qu'on coche pas les cases? Est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on s'engage pas? Et à un moment donné, voilà, c'est ce processus qui accompagne. Et aussi, c'est très intéressant quand on fait des documents qui permettent de dire, ben voilà, telle ville s'est engagée déjà à faire ça, et telle autre ville, et du coup, ça crée une très bonne stimulation entre les villes pour être plus avancées dans la protection animale. Et je pense que voilà, c'est des choses qui jouent en faveur. Sachant que la bataille législative, elle est nécessaire, utile, et parfois des mobilisations vont au-delà. Je prends quand sur Paris, on avait eu le problème avec le Moulin Rouge qui faisait des spectacles avec des danses avec des serpents dans l'eau. L'association Paz avait mené des actions d'agit-prop. Moi, elle m'avait fait venir gueuler dans le micro. Je suis toujours disponible. On est quelques-uns comme ça, appréciés. Bon. On est de meilleurs animaux, en fait, et on n'est pas complètement sauvages. Voilà. Et on n'a pas besoin de nous dresser, nous on le fait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça avait aidé. Il y avait eu des reprises médias. Et finalement, on n'avait pas encore, je crois, la réponse du ministère qui avait confirmé par la suite que c'était bien un spectacle totalement illégal, mais on était encore dans le flou, puisque je crois le texte parlait surtout de discothèque. Et donc on était dans le flou. Quel est le statut du Moulin Rouge? Il y a de la musique, il y a du spectacle, il y a du repas, on est dans une discothèque ou ailleurs, enfin bref. Même si dans l'esprit ça paraissait pour nous évident, le cadre juridique avait besoin d'être réaffirmé. Mais je crois que le Moulin Rouge avait arrêté parce que ça lui faisait de la mauvaise pub, et donc ils avaient arrêté avant d'avoir le rappel à la loi. Donc de toute façon, les batailles vraiment des associations sont essentielles là-dessus, et j'espère qu'on est de plus en plus d'élus à aussi venir quand vous nous sollicitez pour aller gueuler dans le micro et relayer tout ça. Eh ben moi, je pense que c'est un très beau mot de conclusion, parce que nous, CAP, c'est notre travail, c'est la mise en lien entre les associations et les politiques. Alors, le problème, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais alors, si on fait une réponse très très courte, ça peut le faire. Moi, j'avais une question pour Christophe. C'était par rapport aux élevages non professionnels. Je pense qu'on en a parlé plus tôt, mais pour pouvoir monter un refuge en France, il faut créer une association loi 1901. Il y a des charges vétérinaires extrêmement élevées. Et donc moi, par exemple, c'est un cas très personnel, mais j'ai monté un refuge pour des cervidés issus de la chasse. Donc j'ai des grands animaux chez moi. Si je décide de monter une association type refuge, j'ai des frais financiers que je ne peux pas assumer. Donc je me suis mis en capacité d'élevage. Donc je suis officiellement éleveuse exactement dans ce cas-là. Si jamais on est plutôt assez nombreux en fait à être là-dedans, et quand on lit le texte, il n'y a pas cette mention d'aide pour les personnes qui montent des refuges et qui passent sous ce système. Ça revient à ce que tu as dit, Nikita, du moment qu'il n'y aura pas des aides financières pour les refuges, en fait, on ne va pas s'en sortir, et donc on trouve des moyens de le faire comme ceci. Est-ce qu'il y a une mention particulière pour ce type de profil, qui sont des gens qui détiennent des animaux? Non, il n'y en a pas. Pour l'instant, non, et c'est bien la problématique, c'est qu'en fait, il y a tellement d'établissements différents que tant qu'on n'aura pas une vision d'ensemble et que le ministère sera incapable de nous donner cette vision avec le nombre d'animaux, quel type d'animaux et pourquoi ce statut a été choisi, là, pour l'instant, on avance un peu à l'aveugle, en fait. Donc, on sait qu'il y a une problématique avec les différents types d'établissements, mais pour la régler, encore faut-il qu'on nous donne les moyens et qu'on sache de quoi on parle exactement. Pour l'instant, on en est là, et les aides, je ne pense pas qu'il y en a.
Ouais. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un lien à faire par rapport au refuge, puisque du moment qu'on n'aura pas d'aide financière pour les frais vétérinaires, on va être nombreux à garder ce statut, parce qu'en fait, on est sur un 10e du prix. On n'a pas tous les prix qui sont liés aux vétérinaires, à l'association, etc. Et donc, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet, parce que si on est obligé de passer, qu'est-ce qu'on va faire des animaux qu'on a en notre gestion, quoi, et qu'on essaye de sauver, justement. Nous, juste dans la loi de 2021, on a fait passer une définition sur les refuges et les sanctuaires faune sauvage pour aller un peu dans le sens de Christophe et de ses investigations, enfin des investigations d'Aves France sur les fermes à selfie et ce genre de choses qui se faisaient passer pour un sanctuaire et du coup n'étaient pas du tout un sanctuaire. Du coup, pour respecter et faire constater le travail des vrais refuges et sanctuaires, c'est pour ça qu'on a fait passer cette définition. Donc dedans, il n'y a pas de reproduction, pas de contact direct et pas de spectacle. Et ça, c'est une notion qui est toute nouvelle dans la réglementation et qui est amenée à évoluer. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit peu vos retours d'expérience et vos alertes, parce que nous, chez Code Animal et je pense ailleurs, on est très friands de ça, parce que dans nos plaidoyers politiques et ce qu'on fait pousser au niveau du gouvernement, ça nous aide beaucoup à essayer d'identifier toutes les zones grises et ce qu'il faut appuyer, pas appuyer. Et moi, ça, par exemple, c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui. Donc, ça m'intéresserait d'avoir aussi tout ça, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, si vous avez encore des questions, on a encore jusqu'à 15 heures pour échanger entre nous. On a un temps de réseautage maintenant. Et surtout, n'hésitez pas à vous servir à manger parce qu'il y a beaucoup de choses et sinon, on va finir avec beaucoup de reste. Donc, voilà, oui, c'est très bon. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup, Madame la députée, de nous avoir fait l'honneur d'être présente à cette table ronde. Et ben voilà, on a maintenant beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, c'est super. Et merci donc aux ONG aussi présentes.